Bonjour, XVIIIe siècle, questions politiques et économiques. Vauban attire l'attention du roi sur ce qu'il appelle le menu peuple. C'est la partie la plus ruinée et la plus misérable du royaume. C'est elle cependant qui est la plus considérable par son nombre et par les services réels et effectifs qu'elle lui rend. Car c'est elle qui porte toutes les charges, qui a le plus souffert et qui souffre encore le plus. Il montre l'importance du tiers-état et surtout des couches populaires. C'est encore la partie basse du peuple qui, par son travail et son commerce, et par ce qu'elle fait au roi, l'enrichit dans tout son royaume. C'est elle qui fournit tous les soldats et matelots d'officiers de ses armées de terre et de mer, et grand nombre d'officiers, tous les marchands et les petits officiers de judicature. C'est elle qui remplit tous les arts et métiers. C'est elle qui fait tout le commerce et les manufactures de ce royaume, qui fournit tous les laboureurs, figurons et manœuvriers de la campagne, qui garde et nourrit les bestiaux, qui sème les blés et les recueille, qui façonne les vignes et fait le vin, et pour achever de le dire en peu de mots, c'est elle qui fait tous les gros et menus ouvrages de la campagne et des villes. Voilà en quoi consiste cette partie du peuple si utile et si méprisée, qui a tant souffert et qui souffre tant alors que j'écris ceci. Ce menu peuple qui réalité ainsi, Vauban voudrait le soulager par une répartition plus équitable des impôts, sans exemption ni privilège. La dîme royale, payée pour tous, portera aussi bien sur les revenus de toutes les professions, salaires, industries, immeubles, que sur les produits de la terre. Ces conseils, pleins d'humanité, venaient d'un fidèle sujet persuadé qu'on doit aider les rois à bien gouverner. Ils ne furent pas appréciés. Bois-Guilbert avait été exilé en Auvergne, comme Fénelon le fut à Cambrai. La dîme royale fut condamnée au feu, et Vauban mourut presque aussitôt, peut-être de chagrin. Mais il est remarquable qu'à la fin du siècle, sous un régime absolu, des écrivains aient voulu rappeler le roi à ses devoirs et lui suggérer des réformes. L'esprit français s'orientait vers d'autres conceptions du gouvernement. L'Angleterre allait inspirer nos philosophes. La pensée anglaise. Dès la fin du XVIIe siècle, l'Angleterre dispute à la France l'hégémonie politique et intellectuelle. Newton, proclamant la soumission aux faits, fonde la physique expérimentale, 1687, qui prend le pas sur la spéculation métaphysique. John Locke, à son tour, révolutionne la philosophie avec un essai sur l'entendement humain, 1190. Abandonnant les hypothèses métaphysiques, il décide de s'en tenir aux données de l'expérience et de reconstruire ainsi la philosophie sur l'empirisme. Il ne croit pas, comme Descartes, aux idées innées. Pour lui, le seul élément positif est la sensation. La connaissance n'est que le sentiment des rapports entre les idées éveillées par nos sensations. D'ailleurs, Locke était sensualiste, mais non matérialiste comme on l'a cru à tort. Il était chrétien et croyait à la révélation. En politique, il a combattu la théorie du droit divin, deux traités de gouvernement 1889. Selon lui, par le droit naturel, les hommes sont libres et égaux. C'est en vertu d'un pacte social qu'ils délèguent leur pouvoir à la société pour qu'elle protège cette liberté et cette égalité primitive. Le gouvernement doit donc être élu et à la mode anglaise, garantir la liberté du peuple par la séparation des pouvoirs. Enfin, dans sa lettre sur la tolérance, 1889, Locke montre que la tolérance est l'essence même du christianisme. En Angleterre, d'ailleurs, s'épanouit le déisme, adoration d'un dieu lointain et abstrait, sans mystère ni révélation, sans prêtre ni cérémonie religieuse, avec Toland, l'ardeur rationaliste aboutit même à une attitude nettement anticléricale. Au XVIIIe siècle, l'avancée anglaise va se répandre en France grâce aux traductions dues aux protestants français réfugiés outre-Manche et au séjour de nos philosophes en Angleterre.